Et voilà, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je vais laisser la musique. Alors, on commence un petit peu tard aujourd'hui parce que comment dirais-je, j'ai pimpé un peu le live. Vous allez voir, normalement il va y avoir des annonces qui vont popper. Vous voyez le chat, enfin non, vous voyez pas le chat. Vous voyez pas le chat parce que c'est en blanc sur fond blanc. J'aurais pu voir ça venir. Ah écoutez, ça va rester comme ça pour le moment. Il faudrait un fond au chat, oui tout à fait. Il faudrait un fond au chat. Je vais pas faire ça maintenant. Je vais pas faire ça maintenant parce qu'on commence déjà avec un petit peu de retard. Je vais pas, voilà, je vais pas multiplier le retard. Je vois que j'ai pas mes. Non, y a rien qui va. Là, je viens de passer les 20 dernières minutes à faire les images pour mon pour pour le live. Pourquoi j'ai pas mes... Ah là 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 là, pourquoi j'ai pas mes docs, ils sont où? Normalement je vois les abonnements, je vois tout ça. Excusez-moi. Afficher docs statistiques de Twitch. Je ne sais pas où ils sont passés. Je ne sais pas où sont passés mes... Ils sont peut-être derrière? Non, ils sont pas derrière. Bah merde alors. Bon, bah tant pis. Tant pis, on a suffisamment perdu de temps. On va parler de Raw. Bon, c'était un épisode de merde. On va commencer comme ça. C'est censé être le Go Home Show pour le Rumble. Je sais pas vous, mais je suis pas spécialement plus hypé pour le Rumble que je l'étais avant. On va récapituler tout ça avec hop là, avec le tableau qui est ici. Un peu la panique là, le live. Voilà, j'ai pas pensé à mettre la note de l'épisode, c'est pas grave. On va commencer avec Drew McIntyre. Et quelqu'un s'est abonné déjà, youpi. Mais je vois pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles Alatfal. Alatfal s'est abonné, merci beaucoup à toi. Donc ça a commencé avec Drew McIntyre sur le ring. Drew McIntyre qui parle ouvertement de la Covid, qui parle ouvertement de la Covid. C'est la première fois à la WWE, enfin un autre abonnement. Je peux pouvoir remercier tout le monde. C'est qui... C'est Knorfef. Ok, très bien. Merci à toi Knorfef, c'est gentil. Je peux pouvoir vous remercier tous, parce que va falloir avancer à un moment donné. Ah oui, mais attendez, parce que mon truc, moi, ça me permet de savoir... quand est-ce que j'ai commencé le live. Ça me permet d'avoir la trace de... Ça va être très chaotique ce live. J'ai pas pensé à changer le... je suis pas prêt du tout. Je suis pas prêt du tout. Le Google Doc pour les questions est même pas à jour. C'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va traverser la tempête, tous ensemble. McIntyre est arrivé, parlait ouvertement de la Covid, a dit qu'il était soigné, qu'il avait eu quelques symptômes et qu'il faisait partie des chanceux à pas avoir eu beaucoup de symptômes, et il espère qu'on s'en sortira tous, etc. Bref, une promo vraiment très sympa, jusqu'à ce qu'il se fasse interrompre par Miz et Morrison, qui disent... je sais même plus ce qu'ils lui disent, mais globalement... Miz va encaisser la mallette après le main event du Royal Rumble, enfin après le match de championnat au Royal Rumble. Là-dessus arrive Goldberg à qui on a dû dire, écoute, les promos, à partir du moment où tu as plus de 2 phrases, tu n'y arrives pas, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas y aller, et tu vas dire, toi, moi, dimanche, et ta catchphrase. Voilà, tu te contentes de ça, et c'est ce qu'il a fait. You, me, Sunday, you're next. Bon. Bah écoute, au moins il n'a pas été incohérent, il s'est pas trompé de jour. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et après ça, Miz et Morrison ont essayé d'instiller un peu de conflit entre Goldberg et Drew McIntyre, ce qui a fait que The Miz s'est pris un... ou est-ce l'inverse? Je crois que The Miz s'est pris un Spear et Morrison s'est pris un Claymore. C'est peut-être l'inverse, honnêtement j'en sais rien. Honnêtement, je m'en bats un peu les noix, hein, pour être tout à fait clair. Parce que je suis pas hypé du tout parce que j'ai mis C+. C+, parce que
Drew a parlé un peu, vous pouvez dire bonjour au tableau, le tableau qui est juste là. Drew a été... comment dirais-je, ouvert au sujet du Covid, de la Covid. Mais c'est pas... c'était pas intéressant. Ça n'a pas suscité l'intérêt que j'avais déjà pas. Pour être clair. Je sais pas si je suis clair. Mais bon, j'ai pas hâte de voir ce match parce que si Drew McIntyre gagne, ça lui ajoute rien. Je veux dire, battre Goldberg. Goldberg, il est pas dans le roster. Enfin, je veux dire, pour moi, Drew McIntyre gagne plus en battant des gars comme Keith Lee que des gars comme Goldberg. Mais bon. Et en plus, et évidemment, il y a toujours le spectre que Goldberg gagne. On fera nos pronostics en fin de semaine. Mais si vous suivez les stages depuis quelques semaines maintenant, vous savez quel est le mien. Ensuite, on a eu une promo nulle de Charlotte Flair qui a... Il y a le fait qu'elle fonctionne pas en babyface, mais il y a aussi, et c'est un autre problème, le fait qu'elle est incohérente. C'est-à-dire qu'elle dit de Lacey Evans... je sais même plus de qui elle parlait, je sais même plus si elle parlait de Lacey Evans ou de Shayna Baszler, parce qu'elle a deux rivalités en ce moment. Globalement, elle dit de Lacey Evans, oui, tu peux parader avec mon père, mais le nom de famille Flair, il faut savoir le porter. Je dis, est-ce que tu es en train d'imaginer que Lacey Evans va épouser Ric Flair? Parce que je pense pas que ce soit l'idée. Je pense pas que ce soit ça qui se passe. Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre qui était absolument pas cohérent? Excusez-moi, c'était tellement... j'étais tellement dans le jus ce matin que j'ai un peu zappé. Oui, si, elle a dit un truc, ça c'est formidable. Globalement, elle a dit que elle aura 2 matchs ce week-end, donc le match où elle défend les ceintures par équipe et le Rumble, puisqu'elle participe au Rumble, et que donc elle part, c'est une underdog ce week-end. Charlotte Flair n'est jamais l'underdog, mais jamais. C'est-à-dire que pour moi, Charlotte Flair entre dans le Rumble, Charlotte Flair est une des favorites du Rumble. Enfin bon, bref, j'ai vraiment pas aimé cette promo, je la trouvais totalement incohérente. Mais j'ai moins détesté que ce qui est arrivé ensuite. Alors, on devait avoir un match Charlotte Flair contre Shayna Baszler. Au bout de moins d'1 minute de match, et c'est pas une exagération, j'ai vérifié, moins d'1 minute de match, Nia Jax, la partenaire par équipe de Shayna Baszler, intervient pour disqualifier... non, du coup, elle disqualifie Shayna Baszler. Elle commence à taper un peu Shayna Baszler. Là-dessus arrivent Mandy Rose et Dana Brooke, les deux punching balls de Jax et Baszler pour essayer d'aider Charlotte Flair. Là-dessus, sans crier gare, arrive Lacey Evans pour équilibrer tout ça. Et hola, nous avons un 6-man tag player. J'ai mis un D à ce match-là. On fera le tableau tout à l'heure quand on aura fini tous ces segments, puisqu'on enchaîne avec le 6-man tag. Donc ouais, j'ai fait les images à la hâte et en panique juste avant le live. Donc voilà, ce sera des images. Normalement, je mets les noms. Normalement, c'est un peu plus clair. Là, c'est juste histoire d'illustrer ce que je dis. Ce match a duré très peu de temps parce que à un moment donné, sans crier gare, Charlotte Flair jette Shayna Baszler à l'extérieur, l'accompagne, et l'arbitre compte jusqu'à 10, donc c'est normal, elles sont toutes les deux à l'extérieur, et sur le compte de 10, mais vraiment à 8, quoi, à 8 ou 9, Shayna Baszler jette Charlotte Flair dans le ring et ne rentre pas elle-même. Et l'arbitre disqualifie du coup Shayna Baszler, qui a l'air d'une conne, mais alors au dernier degré. Est-ce que j'ai ma gourde? Bah non, j'ai pas ma gourde, j'ai absolument rien prévu pour le live. J'ai mis un E. J'ai mis un E à ce match-là parce que... Si vous voulez... Je vais pas redire ce que j'ai déjà dit sur Charlotte. Le problème, c'est pas Charlotte, c'est que quand elle est là, plus rien d'autre n'a d'importance. Shayna Baszler a l'air d'une conne, quoi. Shayna Baszler a oublié les règles d'un match... En plus, sans aucune raison, c'est pas comme si elle s'en était pris plein la gueule et qu'elle était restée à l'extérieur et qu'elle avait pas réussi à revenir dans le ring. Non, elle a juste oublié il fallait qu'elle rentre dans le ring.
C'est une catastrophe. Je regarde si j'arrive à retrouver mes trucs. Parce que je me rends compte que c'est très pratique, ces petits... les docs, les docs d'OBS. Parce que du coup, non seulement je peux voir qui s'abonne, je peux voir... hop là, combien vous êtes. Je peux voir... Bref, je peux surveiller comment se passe le chat, comment se passe le live. Là, je me rends compte que je ne peux rien surveiller du tout. Je suis... vous pourriez être zéro, que ça ne changerait rien. Remarque, tu me diras. Est-ce que vraiment ça change quelque chose? Bref, Baszler a l'air d'une conne. Ensuite, pif, pif. Pendant le... Et je me suis dit, ça peut pas être un botch, ça peut pas être l'arbitre qui compte jusqu'à 10 parce qu'il est bien obligé de compter jusqu'à 10. Il aurait pu décélérer un peu le temps que Shayna Baszler rentre sur le ring. Non, c'est pas un botch, c'est une décision. C'est une décision de booking. C'est on va faire perdre Shayna Baszler comme une conne et Charlotte Flair va gagner. En plus, par décompte à l'extérieur. Et le truc, personne n'est protégé par ce genre de booking. Adam Pearce arrive. Les heels se plaignent à Adam Pearce. Ouais, c'est pas normal. On n'était pas prête, j'en sais rien. Il faut recommencer le match. Bon. Les faces sont d'accord. Ils recommencent le match. Et à ce stade-là, je sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent raconter. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas ce qui se passe. Je comprends plus rien. Je me dis parce que là, qui que ce soit qui gagne, je veux dire, si les heels gagnent, elles viennent de perdre, ça vaut rien. En plus, Shayna Baszler passe pour une conne. Si les faces gagnent, elles viennent de gagner, ça n'a aucun intérêt. Je tiens pas à ce que Charlotte Flair gagne 2 fois à chaque fois qu'elle a un match. Autre problème que j'ai pas pensé à souligner, Charlotte, elle a une partenaire par équipe. Où est-ce qu'elle était? Vous allez me dire, ouais, elle avait un match dans le main event. Oui, mais en l'occurrence, c'était à peine un match. Le truc, c'était je parle pas du main event, je parle pas encore du main event. Je parle de ce match-là. C'était très court, très... Bref. Et donc, on a, à un moment donné dans le match, Charlotte Flair va chasser Lacey Evans dans les coulisses. Et donc, ça laisse Nia Jax et Baszler seuls avec Mandy Rose et Dana Brooke. Que va-t-il se passer? On se pose tous la question, évidemment. Nia Jax, je ne sais plus laquelle. Dana Brooke, je crois, c'est toujours elle qui perd. En introduisant une nouvelle prise de finition qu'elle a réussi à botcher, c'est une espèce de choc slam en hauteur, un peu comme celui de Big Show, sauf que sur le chemin de la descente, elle l'a retenu, donc ça a dû faire mal. Bref, elle contrôle rien. Nia Jax est une des catcheuses les moins sûres, les moins safe de la WWE. Catastrophique. J'ai mis des moins à ce dernier segment. Ce qui nous fait vraiment beaucoup de trucs à noter. En l'occurrence, le premier match, Charlotte Flair contre Shayna Baszler, c'est un dé. Charlotte Flair contre Shayna Baszler avec des apparitions de absolument tout le monde. Donc ici, ça va être Dana Brooke, Nia Jax, Mandy Rose, Lacey Evans et... non, pas Asuka, j'allais dire Asuka, mais non. Pas Peyton Royce non plus. C'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, on a eu le Six-Man Tag auquel j'ai mis E et je ne suis pas désolé. Lacey Evans, Charlotte Flair, pas Peyton Royce, Shayna Baszler, Mandy Rose, Nia Jax et Dana Brooke. Et enfin, on a eu le troisième match, toujours le même, entre Lacey Evans, Charlotte Flair, Shayna Baszler, Mandy Rose, Nia Jax, Dana Brooke, voilà. Et ça c'est du contenu de qualité. C'est pour ça qu'on aime regarder le catch. Non, c'est pas pour ça. C'est pour ça. Mustafa Ali a fait une promo, j'allais dire excellente. Non, il a fait une bonne promo. Il a fait une bonne promo concernant Kofi Kingston pour les mêmes raisons que la semaine dernière, c'est-à-dire
Kofi lui a volé son moment il y a 2 ans, il lui a pas pardonné, et il va faire payer Xavier Woods, le partenaire par équipe de Kofi, tant que Kofi est blessé. S'ensuit le match Slapjack que vous voyez debout ici contre Xavier Woods, avec évidemment rétribution aux abords du ring. Il y a 2 choses que j'ai bien aimé dans ce match. Il y a une chose que j'ai bien aimé dans ce match. Et une chose que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que Xavier Woods a gagné. Donc ça veut dire que Xavier Woods n'est pas totalement impotent quand Kofi Kingston est là. Parce qu'il a perdu la semaine dernière contre Mace, et il a perdu la semaine d'avant contre T-Bar. Et du coup, j'avais peur que Xavier Woods, en fait, quand il n'y a pas Kofi Kingston, il devienne nul, quoi. Il devienne... bon, tu ne sais rien faire. Tu ne sais pas catcher. Tu ne sais pas catcher quand tu n'es pas dans un contexte d'équipe. Mais... ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ça le deuxième truc que j'ai bien aimé, ça m'est revenu, c'est que après le match, malgré sa victoire, Rétribution ont quand même agressé Xavier Woods. Mustafa Ali a fait mine de vouloir lui mettre un coup de chaise dans la tête, et après il lui a dit je sais que Kofi Kingston ne sera pas médicalement apte à rentrer dans le Rumble, mais tu peux lui passer le message. On lui a trouvé un remplaçant, et ce remplaçant, c'est Mustafa Ali. C'est trop bien, parce que c'est exactement ce qui lui est arrivé il y a 2 ans. Mustafa Ali a été blessé, et du coup c'est Kofi Kingston qui l'a remplacé. Du coup j'ai beaucoup aimé le... Autant le match c'était pas grand chose, c'était bien que il montre que Xavier Woods n'est pas totalement nul, qu'il ne vaut pas rien quand Kofi Kingston n'est pas là, mais... c'est bien aussi que Mustafa Ali trouve un chemin vers sa vengeance. J'ai hâte de voir le match Mustafa Ali contre Kofi Kingston, parce que je pense que c'est vers là qu'on va. Et j'espère que Mustafa Ali va gagner. Mais je rêve un peu éveillé. En l'occurrence, donc Woods contre Slapjack, je lui ai mis un C seulement, bah dis donc. En le décrivant, je me voyais plus lui mettre un C+, mais bon, d'accord, C, pourquoi pas. Xavier Woods contre Slapjack avec tout rétribution aux abords du ring. Reckoning, Mustafa Ali, T-Bar et Mace. Et après ça, le segment avec Ali, je lui ai mis un B. Un B-, putain, je suis dur. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi, je vais lui mettre un B. Non, attendez, il y a sans doute une raison pour laquelle j'ai mis B-. Mais je m'en rappelle pas. Si je m'en rappelle, je descendrai ma note. Oui, j'ai envie de surnoter un peu Rétribution parce que je les aime bien. Voilà, j'assume. Ensuite, pouf, hey. Nous avons eu... R-Truth, et s'il y en a parmi vous qui aiment bien R-Truth, qui le trouvent drôle, on va avoir un désaccord fondamental. Non seulement je le trouve pas drôle, mais en plus... je le trouve agressivement pas drôle. C'est-à-dire, c'est le genre de gars qui fait des blagues faciles, qui les dit fortes, c'est genre voilà, et qui après laisse un blanc parce que on est tous morts de rire, donc du coup faut attendre un peu. Je supporte pas trop. Et là, en l'occurrence, R-Truth dit j'ai appris que le Hurt Business avait une surprise pour moi pour mon anniversaire, alors que c'était la semaine dernière. 24 carottes en or. Parce que l'or 24 carats. Voilà, bon. Bon, hein, allez. Ensuite, nous avons le segment avec le Hurt Business. Dans l'ordre, Bobby Lashley, MVP, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Oui. Oui, excusez-moi, parce que vu que c'est loin, et vu qu'ils sont habillés pareil, et vu que les deux ont pas de cheveux, je confonds Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Et ils ont tous les deux un titre, donc ça m'aide pas. C'est peut-être Shelton Benjamin le premier, parce que c'est un tout petit sur mon écran. Bref, corrigez-moi si je me trompe. Ils disent globalement à MVP, qui est leur porte-parole, et le gars qui les a réunis dans cette faction-là, on a tous des titres, on a tous de l'or, donc on se disait que ce serait normal que tu aies ton truc en or à toi. Il lui donne
un pendentif avec écrit THB pour The Hurt Business, parce que MVP a un pendentif comme ça, c'est pas un pendentif, je sais pas le terme exact. Un collier, avec marqué MVP dessus. Une chaîne peut-être? Tout simplement une chaîne. Là-dessus arrive R-Truth pour mettre fin au fun, pour dire ouais, merci d'avoir pensé à mon anniversaire, ça énerve le Hurt Business, ils disent c'est pas pour toi, et Truth dit THB, Truth Happy Birthday. Silence de 5 secondes, parce que le monde est mort de rire. Là-dessus arrivent les gars qui suivent R-Truth pour le titre 24/7. Le titre 24/7, le concept, c'est que c'est un championnat qui peut être gagné à n'importe quel moment de la journée, n'importe où, tant qu'il y a un arbitre pour faire le tomber. Du coup, au départ, c'est un bon concept et ils avaient réussi à faire des trucs drôles. Le problème, c'est que maintenant, c'est juste R-Truth est champion et les jobbers et les gars avec qui ils savent pas quoi faire à la WWE lui courent après façon Benny Hill et du coup, c'est plus triste que drôle, finalement. En l'occurrence, alors j'ai noté Drew Gulak, Akira Tozawa, Titus O'Neil, Humberto Carrillo et Tucker, l'ancien partenaire d'Otis dans Heavy Machinery, courent après R-Truth, mais ils se font défoncer par le Hurt Business, et pendant la mêlée, Riddle arrive et met un coup de genou à MVP. Préparant leur match préparant le gauntlet match dont on parlera plus tard dans la soirée. J'ai mis C-. C'était pas agressivement mauvais, c'était juste alors triste pour les gars qui sont dans la course pour le titre 24/7. Excusez-moi, voilà. Pour les autres, faut que je mette R-Truth, c'est lui qui a donné tout son sel à ce segment. C'est juste... c'était rien, quoi. C'était rien et... Ah, Eric des Viking Riders n'était pas là. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. J'ai commencé une phrase, mais je l'ai oubliée, donc on va passer à la suite. R-Truth, je sais plus si c'est R-Truth qui va voir Adam... Non, c'est Adam Pearce qui croise R-Truth et qui lui dit rien du tout. C'est R-Truth qui l'interrompt en train de marcher en lui disant qu'il veut une place dans le Money in the Bank. Parce que c'est le Royal Rumble. Je crois que j'ai l'air vraiment très 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 saoulé. Je suis pas si saoulé que ça. Je suis un peu fatigué. C'est pour ça que ça. Mais c'était pas bon, hein. AJ Styles arrive et traduit pour Adam Pearce qui ne parle pas le débile. Dit R-Truth veut prouver qu'il est digne de rentrer dans le Rumble. Ça a été la storyline de AJ Styles ces 3 dernières semaines. Ça a été d'exclure les gens du Rumble. Tu sais, tous les jobbers qui ne valent rien, quoi, qui doivent faire leurs preuves et qui n'y arrivent pas. Genre Drew Gulak, genre R-Truth, genre Ricochet. Ouais. Donc AJ Styles dit ouais, R-Truth, vu que je suis charitable, si t'arrives à me battre, tu rentreras dans le Rumble. R-Truth déclenche hilarité en disant tu es charitable, je suis Capricorne. Et on a le match pour plus tard. Je pensais pas que je serais aussi salé. Je sais pas si ça a à voir avec le fait que j'ai pas mes j'ai pas mes widgets. Je sais pas combien de temps j'en suis. Je sais pas. Voilà. J'ai pas le contrôle. C'est peut-être ça. Peut-être ça qui me déstabilise un peu. Très bon match. Très bon. Bon match. Bon match de Sheamus contre John Morrison. Sans vraiment de raison, sans vraiment d'histoire, mais des fois, il n'y a pas besoin de raison ou d'histoire. Voilà. C'est bientôt le Rumble. Les catcheurs doivent avoir du momentum, comme ils disent en anglais. J'ai toujours pas trouvé de façon adéquate de traduire cette expression. Non, voilà. Ça a vraiment été un bon match. John Morrison a travaillé sur le genou de Sheamus pour essayer de l'amener à terre.
En fait, c'était ça. Morrison catchait de façon plus intelligente, mais Sheamus était physiquement plus fort. Et c'est ce qui a fini par faire la différence, puisque Sheamus a gagné dans un match où John Morrison n'a pas du tout démérité. Et ça, c'est chouette de voir John Morrison se battre pendant un peu plus de 2 minutes dans des matchs par équipe, ou se faire prendre un spear par Goldberg. C'était peut-être le Claymore de Drone, mais on s'en fout complètement. Là-dessus, The Miz monte sur les abords du ring en disant Sheamus, tu l'as. Hop là. Ah, je le savais que ça fonctionnerait pas. Attendez, bougez pas, je vais juste refaire mes images. Hop là, ok. Hop, si je l'arrête, le recommence et on est reparti. Donc The Miz monte sur les abords du ring et dit à Sheamus t'as battu John Morrison, très bien, mais je suis sûr et certain que tu peux pas nous battre tous les deux. Sheamus hésite. Et je me suis dit, est-ce qu'il va prendre l'option intelligente de dire non, je viens d'avoir un combat, je vais pas avoir un deuxième combat, peut-être que tu peux me battre, mais bon, voilà, félicitations à toi, excusez-moi, va falloir que je recharge le... Hop là, pouf, 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 ajouter un répertoire, hop, oh, fantastique, ok, hop, et on y retourne. Alors je me suis dit ce serait rigolo que Sheamus accepte pas le match, et en même temps je me suis dit c'est plus dans son personnage d'aller au combat, c'est-à-dire on le défie, il y va, il a le sang chaud, donc ça correspond à son personnage. Le truc c'est que Sheamus en plus a regardé The Miz, s'est dit ça c'est pas vraiment une menace, a regardé John Morrison, lui de toute façon il est déjà pété, allez je peux le faire, on y va. Et du coup c'était bien. C'était bien, c'était une façon intelligente d'introduire le match, surtout que Sheamus n'a pas du tout démérité dans ce match-là. John Morrison s'est réveillé pendant le match, il n'était pas à 100%, mais il n'était pas complètement KO. Donc c'était un match handicap, c'est-à-dire The Miz et Morrison étaient plus souvent, c'est plus souvent eux qui avaient le contrôle que Sheamus. Mais Sheamus parvenait quand même à revenir, à être un peu dans le match. Pareil, il utilisait sa force pour couper net l'élan de Morrison et de The Miz. Et il a failli gagner quand il a fait un Brogue Kick, donc sa prise de finition sur Morrison, mais juste à ce moment-là, The Miz arrive derrière lui et lui fait son Skull Crushing finale pour la victoire. Ce qui met en avant un peu tout le monde, et c'est là que c'est bien fait, c'est que ça met en avant le fait que The Miz et Morrison que The Miz est malin, qu'il arrive à se faufiler au bon moment pour gagner. Ça met en avant John Morrison qui a pas souvent des matchs où on le voit un peu catcher alors qu'il est vraiment excellent. Et ça met en avant Sheamus tout en restant cohérent avec son personnage, c'est-à-dire que il est fort, vraiment fort, mais il a des faiblesses, et c'est ces faiblesses qui le font perdre. C'est pas le fait qu'il soit pas au niveau de battre John Morrison et The Miz, c'est le fait qu'il soit trop tête brûlée, et que c'est ça qui finit par le faire perdre. Du coup, j'ai mis des bonnes notes à ces trucs-là. Je ne me rappelle plus lesquels. Un B et un B+, je crois. Ouais, c'est ça. Un B pour le premier match entre Sheamus et John Morrison. Sheamus et John Morrison, et un B+, avec The Miz, en tant que manager, et ici, et un B+, pour The Miz, John Morrison et Sheamus. Voilà. Il y avait des bons trucs dans cet épisode-là. C'était pas tout acheté. C'était pas tout acheté, contrairement aux Panthères. R-Truth, j'arrive. Je serai bientôt l'homme le plus drôle du monde. Ensuite... J'ai dû aller sur Reddit pour être sûr d'avoir compris ce qui s'est passé dans ce segment-là. Alors. Ric Flair est en train de montrer à Lacey Evans, derrière lui, là, comment s'échapper d'une prise, d'un enserrement de la taille. Donc globalement, c'est l'espèce de sous-texte. Ric Flair est en train de difficile à formuler tout ça. Ils sont dans la séduction, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que Lacey Evans utilise Ric Flair pour atteindre Charlotte, et Ric Flair utilise Lacey Evans à des fins de satisfaction personnelle. Et à ce moment-là, Charlotte arrive, donc la fille de Ric Flair, dit à Lacey Evans, toi, tu sors. Lacey Evans sort, puis bon... C'est un peu bizarre étant donné son personnage, mais ça prend son sens à la fin du segment. Et là, ils ont un dialogue...
Ils ont un dialogue un peu aberrant. Où Ric Flair dit de façon totalement légitime c'est pas parce que les projecteurs sont sur toi maintenant que je peux pas avoir une place dans ce roster. C'est-à-dire que s'il était vraiment admis que Ric Flair était un heel et qu'il disait t'as pas à me dire avec qui je peux traîner si je mets mon pénis où je veux. Pas à ce point-là, mais si Ric Flair était vraiment en mode je détruis notre famille et j'en ai rien à foutre et de toute façon t'es à peine ma fille, enfin voilà, s'il était vraiment en mode agressif, là non, il a un argument très juste. Il peut être manager et elle a pas à l'en empêcher. Et Charlotte Flair en plus elle est cruelle avec lui. Elle lui dit ouais enfin tu dépensais l'argent de notre famille partout sauf avec ta famille. C'est vrai que Charlotte donne l'impression d'avoir vécu dans le besoin. Hein. C'est un peu ce qui se dégage de tout son personnage. Qu'est-ce qu'elle lui a dit après je vous ai dit, c'est pour ça que je suis allé voir sur Reddit pour être sûr d'avoir bien compris, parce que alors déjà il parlait pas fort, et en plus c'était un peu aberrant. Charlotte lui a dit, elle a conclu en disant c'est pas moi la méchante de l'histoire. Elle a conclu en disant c'est pas moi la méchante de l'histoire, c'est toi. Et absolument pas. À un moment donné, Ric Flair a effectivement intervenu dans un match pour faire perdre Charlotte. Mais la semaine d'avant, Charlotte l'avait envoyé chier parce qu'il était intervenu par accident. Enfin, ça fonctionnerait beaucoup mieux si Ric Flair était le face dans cette histoire et Charlotte la heel. Ça fonctionnerait beaucoup mieux comme ça. Mais continue de présenter Charlotte comme la gentille de l'histoire. Après ça, Lacey Evans, qui était pas complètement sortie de la pièce, mais qui était juste restée derrière Charlotte, lui met un women's right, sa prise de finition, donc un pain dans la gueule, à Charlotte pour pas pour la victoire, pour l'assommer. Ric Flair se penche vite fait sur sa fille en genre oh mon dieu non, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui arrive qu'elle vient de se prendre un pain, monsieur. J'ai oublié, je me rappelle ce que j'ai oublié. Charles Flair lui dit, t'es en train de passer de légende à vieil homme. Et j'ai pas peur de te le dire en face. Il y a être brutalement honnête et il y a être une connasse. Et Charlotte est une connasse dans ce contexte-là. Je comprends pas qu'ils savent pas écrire le personnage de Charlotte Flair. Si c'était une heel, ça fonctionnerait très bien. Parce que je me dirais, ah, je la déteste, j'ai hâte qu'elle se fasse botter le cul. Là, non, là, je suis censé être pour elle. Là, je suis censé être... ouais, vas-y, défends l'honneur de ta famille. Et Lacey Evans attrape le bras de Ric Flair et lui dit non, c'est bon, elle s'en sortira. Alors, concernant ces autres conseils que tu voulais me donner, machin truc, et il s'éloigne. Ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Ensuite, on a eu un match AJ Styles contre R-Truth, AJ Styles a gagné. Ensuite, parce que vraiment, il n'y a rien vraiment d'autre à dire. R-Truth sera pas dans le Rumble, bon. Ensuite, on a eu un segment avec Alexa Bliss dans le Alexa's Playground, où elle continue de parler au Finn qui est sur la balançoire d'à côté, mais en fait, il n'y a personne, c'est dans sa tête que The Fiend est là. Ou alors est-ce qu'il est là, mais invisible? On ne sait pas trop. Elle parle de ce qu'elle a fait à Randy Orton, c'est un peu long, mais c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où Alexa Bliss embrasse vraiment ce nouveau personnage qu'elle a, d'être à moitié The Fiend lui-même, quoi. J'ai vu plusieurs gens me dire Alexa Bliss elle est comme ça parce qu'elle est possédée par The Fiend. Et j'ai envie de dire non parce que ça ressemble pas, c'est pas The Fiend. Si c'est ça, c'est super mal raconté, quoi. Parce que The Fiend, c'est un autre personnage. Essayez d'imaginer The Fiend à la place d'Alexa Bliss et vous vous rendez compte que ça ne marche pas, ça ne passe pas du tout. Il y a quelques traits en commun, mais c'est pas le même personnage. Alors que si The Fiend possède Alexa Bliss, ça devrait être le même personnage.
Et elle dit que ce soir, elle a donc un match contre Asuka pour le titre de Raw, et que donc elle va rajouter un joli nouveau jouet à sa collection. J'ai pas détesté ce segment, je lui ai mis un C, voilà, c'est exactement ce que je ressens, c'est-à-dire, oui, voilà, ça a eu lieu, je suis pas emballé, mais je suis pas hostile à l'idée, le truc c'est vraiment dans l'exécution que ça fonctionne pas. Donc j'ai mis C-, j'ai oublié à Truth contre Styles. Match de la soirée, hein, clairement. Je suis sarcastique. Truth contre AJ Styles avec Omos à côté qui distrait les gens parce qu'il est grand. Et Alexa Bliss toute seule, ce sera un C, donc un 11. Voilà. Pi. Hop là. Le record de... Parce que du coup, je me suis renseigné sur le record de spectateurs uniques, c'était 172. Alors, je sais pas combien vous êtes, mais si jamais on arrive à battre ce record, ça sera chouette. Je pourrais pas être content maintenant, mais je serais content rétrospectivement. On a enfin eu le match... le gauntlet match de Riddle contre le Hurt Business. Donc, le concept des gauntlet match... Normalement, c'est deux catcheurs s'affrontent et une fois que l'un des deux est vaincu, le challenger suivant prend le vainqueur jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un. Là, en l'occurrence, c'était pas exactement ça parce que c'était Riddle contre le Hurt Business, donc c'était pas vraiment un gauntlet match. Je sais pas trop comment, parce que si Riddle perdait, le match était fini. Le Hurt Business allait pas s'affronter les uns les autres. J'ai mis cette image-là sans Riddle parce que c'était pas du tout de lui dont il était question. D'ailleurs, cette idée de faire un gauntlet match de Riddle contre le Hurt Business, et si Riddle bat les trois membres du Hurt Business que vous voyez là, il a un match contre Bobby Lashley pour le titre US, ça pourrait fonctionner si... Hop là. Ça pourrait fonctionner si Riddle n'avait pas déjà perdu un match contre Bobby Lashley de façon rapide et extrêmement décisive. Mais bon. Du coup, je suis pas du tout pour Riddle. S'il affronte Bobby Lashley pour le titre US, soit il gagnera pas, soit s'il gagne, je me dis ouais bah t'as eu de la chance là, mais t'es pas un champion, t'as déjà perdu contre ce mec-là. Bref. Donc le match a commencé. Par contre, l'histoire au sein du Hurt Business, j'aime beaucoup. Riddle a commencé contre Shelton Benjamin. Bizarrement, Shelton a tendance à être un petit peu plus dominant dans le match. Riddle parvient à revenir, mais souvent avec des prises de soumission, c'est-à-dire avec des étranglements, des clés. Mais Shelton Benjamin domine globalement. Jusqu'à ce que Riddle fasse un tombé rapide sur Shelton. Cedric Alexander monte sur les abords du ring pour distraire l'arbitre, pour que l'arbitre ne compte pas le tombé de Riddle sur Shelton Benjamin. Et Shelton renverse le tombé, mais Cedric Alexander continue de distraire l'arbitre. Du coup, ça empêche Shelton de gagner. Et ça, c'est pas bon, et du coup, Shelton lui en veut. Cette dissension là au sein du Hurt Business, je trouve que ça fonctionne très bien parce que Cedric Alexander veut bien faire, veut trop faire, et du coup c'est dommageable à l'équipe. Shelton finit par perdre contre Riddle avec une guillotine, je crois, avec un étranglement. Ensuite, Riddle doit affronter MVP. Mais à ce moment-là, Cedric Alexander et Shelton Benjamin entre les deux matchs. Donc Riddle venait de battre Shelton Benjamin. Entre les deux matchs, Cedric Alexander et Shelton Benjamin commencent à se pouiller, commencent à se chercher des noises. MVP essaye de les raisonner, de leur dire attendez, on réglera ça plus tard en coulisses. Là pour l'instant, on reste focalisé sur le match. Riddle réussit à prendre MVP par surprise et lui fait une clé de jambe, et MVP abandonne immédiatement parce que il a pas du tout vu venir la clé de jambe, du coup il était pas prêt, du coup je me crache dessus, excusez-moi, c'est un postillon, fantastique. Et donc Riddle finit par devoir affronter Cedric Alexander. À ce stade, MVP et Shelton sont tous les deux bien remontés contre Alexander, qui fait un peu trop le mariole dans le match. Je me suis dit ce serait intéressant que Cedric Alexander gagne. Parce que du coup, il serait
il serait partagé. On lui en veut parce qu'il fait n'importe quoi, il nous coûte des victoires, mais en même temps il gagne. Donc, j'ose me dire que ce serait intéressant. C'est pas ce qui s'est passé, Riddle a fini par gagner. Mais c'est pas inintéressant non plus parce que... parce que Riddle a... En fait, Cedric Alexander a tenté plusieurs fois le tomber. Et à chaque fois qu'il tentait le tomber, MVP lui disait ah, tu vois, t'as pas réussi, faut que tu lui prennes les bras avec, parce que si tu lui prends les bras, il a moins de... Il peut moins facilement dégager ses épaules pour le tomber, pour se sauver du tomber. La première fois que MVP lui dit ça, Cedric Alexander dit je sais. Et la deuxième fois qu'Alexander tente le tomber, évidemment, il prend pas les bras. Et MVP met un coup de pied dans la table des annonceurs, genre, je t'ai dit les bras, enfin voilà, il commence à l'engueuler pour de bon. Et le match est terminé donc sur une victoire de Riddle. Et donc Riddle affrontera Bobby Lashley pour le titre US. Probablement au Royal Rumble, j'imagine. On verra, de toute façon, je pense que je ferai un live pour les pronostics. Soit je les ferai dans le live de SmackDown, soit je les ferai dimanche, histoire d'avoir le plus d'infos possible. On verra comment on s'organise. Et après le match, Bobby Lashley intervient pour porter sa prise de finition, le Hurt Lock sur Riddle, histoire de lui rappeler qu'il a déjà perdu et qu'il va probablement reperdre. On y va pour la notation. Donc j'ai noté chaque match individuellement. Riddle contre Shelton Benjamin, je lui ai mis C+, parce que c'était un peu court. Riddle contre Shelton Benjamin avec Cedric Alexander et MVP dans le rôle de manager. Toujours, hop, voilà. Riddle contre MVP, je lui ai mis C+, aussi parce que, encore plus court, mais plus ingénieux. J'ai bien aimé le fait que ça soit... j'ai bien aimé comment ça s'est déroulé. MVP contre Riddle avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin, qui sont toujours champions par équipe. Ça, c'est rigolo. Et enfin, Riddle contre Alexander, je lui ai mis un B. Beaucoup aimé cette section du match. Beaucoup aimé le fait que MVP engueule Cedric Alexander et que... J'aime beaucoup toute la dynamique qu'il y a autour de cette dissension au sein du Hard Business. J'ai pas pensé à prendre d'image, mais après on a eu une promo de Edge. Edge qui est absent depuis Backlash l'année dernière. Et je me suis dit, bizarre. Bizarre parce qu'on n'entend plus parler de lui depuis des mois. Et a priori, s'il y a un mois durant lequel t'as pas envie de faire de retour, c'est janvier. Parce qu'il y a, comme qui dirait, un événement à la fin de janvier où il faut faire tous les retours. C'est là que ça se passe. Le Royal Rumble, il y a rien de... Un des gros kiffs du Royal Rumble, c'est avoir la musique d'entrée d'un gars qu'on n'a pas vu depuis des mois ou des années. Et voilà, je me rappelle le Rumble de 2018. Rey Mysterio revenait, je crois que c'était 2018. J'en pouvais plus. J'étais super content de revoir Rey Mysterio. Bref. Edge fait une promo disant voilà, il y a 9 ans j'étais champion du monde, j'étais au sommet de ma carrière et j'ai dû abandonner mon titre parce que j'ai eu une blessure qui aurait dû mettre fin à ma carrière. Et quand je suis revenu, Randy Orton m'a blessé, m'a déchiré le quadriceps, je crois, je sais plus, me rappelant comme si j'en avais besoin que tout peut s'arrêter en une fraction de seconde. Mais je compte bien retourner au niveau, je compte bien retrouver ce qui est le plus important pour moi, remonter cette montagne, et c'est pour ça que je participe au Royal Rumble. Oh, mais bande de cons, mais pourquoi vous le dites? Pourquoi vous le dites? Ils ont gâché ils ont gâché le retour, parce que moi j'étais persuadé que Edge était encore blessé. Je vous l'ai dit, soit à SmackDown, soit dans le récap de SmackDown, soit dans le récap de la semaine dernière, je vous ai dit, pour moi, Edge sera pas dans le Rumble parce qu'il est encore blessé. La promo de Edge, je me dis, bon, s'ils font la promo de Edge maintenant, c'est pour confirmer qu'il sera pas dans le Rumble, mais pour confirmer aussi que la rivalité avec Randy Orton continue. Il annonce qu'il est dans le Rumble. Et en fait, chérie, pour Noël, t'auras un collier. Ouais, on est en octobre.
Est-ce qu'on voit mon doigt? Non, on voit pas mon doigt. Super. Parce que sinon, je vais me faire, je vais me faire striker. Ah, putain. Qu'est-ce qui leur passe par la tête, quoi? Si tu te dis que Edge est dans le match, tu te dis ah bah j'ai plus envie de regarder. Mais le Rumble a pas besoin d'avoir ce genre de hype, de se dire ah faut que je regarde le Rumble, Edge sera dedans. Non, faut que je regarde le Rumble, je sais pas qui sera dedans et j'ai hâte de le voir, c'est tout le concept du truc. Ah mais quel... Vous imaginez si Ronda Rousey était là dans ce match, là à SmackDown, à Raw, pour dire vraiment on m'a pris, j'étais au sommet et Becky Lynch elle m'a battu alors que non, franchement mes épaules elles étaient pas au sol et c'est pour ça que je vais revenir et gagner le Rumble. Ça me sidère tellement c'est con. J'ai quand même mis un B- parce que la promo était bien. La promo était bien, Edge a toujours une excellente intensité dans son jeu. Il est bien, mais quelle déception, quoi. Quelle déception. Vous imaginez si Edge était revenu, si Edge était revenu dans le Rumble et que ce soit une surprise. Vous imaginez si l'année dernière il avait fait au Raw avant le Rumble, il avait dit ah en fait le Rumble bah, je serai dedans. C'est bon. Parce qu'il y a une différence. Vous savez que j'aime pas que les gens annoncent qu'ils vont être dans le Rumble. Mais il y a une différence entre annoncer dans le Rumble quand ça change rien, que Cesaro soit dans le Rumble, que Daniel Bryan soit dans le Rumble, que j'en sais rien, que Nia Jax et Shayna Baszler soient dans le Rumble. Tu te dis oui bon bah voilà vous êtes des membres actifs de la division des divisions auxquelles vous appartenez. Vous êtes dans le Rumble bien sûr. Mais l'annoncez pas parce que ça prend des spots et du coup ça crée un... Moi j'aime bien quand le Rumble est totalement inattendu. C'est-à-dire on peut spéculer sur qui sera dedans ou pas, mais on ne sait pas qui est dedans. Mais c'est pas pareil que un retour vraiment surprise spoilé dans le Go Home Show. Bref, je comprends pas. Et enfin, on a eu le main event, et là, on va pas être d'accord. J'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient apprécié le segment avec Alexa Bliss la semaine dernière. Bon. Il y a une fonction sondage sur Twitch. Je verrai comment je verrai si j'en fais un. Je verrai si je me familiarise avec cet outil-là pour voir où vous vous situez par rapport à certains trucs. Donc Alexa Bliss devait affronter Asuka pour le titre de Raw. Le gros problème... Bon, on va commencer par la note. Je lui ai mis D+, voilà, comme ça c'est dit. Comme ça vous le savez. Hop là. D+, pour Alexa Bliss. Et Asuka. Mon petit bleu pour dire que c'est un match de championnat. Voilà. Pourquoi D+? Donc déjà, il y a le problème qui a été soulevé la semaine dernière, qui est que pendant tout le match, en fait, j'en avais globalement rien à foutre, parce que je me dis, bon, quand est-ce que Alexa Bliss passe en mode Super Saiyan? Parce que jusque-là, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que Alexa Bliss est capable de débloquer un mode plus puissant parce qu'elle a du rouge à lèvres noir en plein milieu du match. Donc, jusqu'à ce qu'elle passe dans ce mode-là, bon, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas d'enjeu. À moins qu'on parte du principe qu'il lui faut un certain laps de temps avant de passer dans ce mode-là, et Asuka doit la battre pendant ce laps de temps. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Et du coup, Asuka était en train de battre Alexa Bliss, mais je me disais, d'accord, mais quand est-ce qu'elle se transforme? Qu'est-ce qui va se passer? Je voyais pas un match, quoi. Je voyais pas du tout un match. Et en plus, Asuka est la 5e roue du carrosse dans cette histoire, mais complètement. Et elle est la 5e roue du carrosse dans l'histoire des championnat, des championnats par équipe. C'est-à-dire que elle a un match ce week-end, elle a un match de championnat avec Charlotte contre Nia Jax et Shayna Baszler au Royal Rumble. Elle n'a pas du tout participé au build-up de ce match-là. Asuka est une arrière-pensée dans toutes les rivalités auxquelles elle participe. C'est déprimant. Ensuite, pendant le match, Alexa Bliss, y a un truc que j'ai bien aimé, Alexa Bliss, en plein milieu du match,
Il y a une musique un peu enfantine, une ambiance un peu film d'horreur, et l'éclairage rose dont ils se servent pour faire le Alexa's Playground sur le ring. Alexa Bliss était sur un cheval à bascule au milieu du ring. Le cut s'est fait de façon relativement fluide, et ça me dérange pas que les personnages de catch aient des pouvoirs surnaturels si c'est purement esthétique, quoi. Un peu dans ce goût-là. Et du coup, là, ça m'a pas dérangé. Vous voyez, je vous dis, il y a une place pour le surnaturel. Je déteste pas le surnaturel dans le catch. Au contraire, ça a tendance à être ce que je préfère. Bon, peut-être pas ce que je préfère, mais ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup. Et là, elle jette Asuka à l'extérieur. Asuka veut re-rentrer, a l'air choquée. Cut, Alexa Bliss est sur un cheval à bascule. Ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne. Mais, plus tard dans le match, Asuka va pour mettre un coup de genou dans le coin à Alexa Bliss. Et Alexa Bliss s'est transformée et a son gear, je sais pas comment on dit gear en français, a son équipement, sa tenue de avant qu'elle rencontre Bray Wyatt. Donc sa tenue d'il y a un ou 2 ans. Et je me dis, où ils vont? Je suis pas contre l'idée, du tout. C'est-à-dire que, est-ce que c'est Alexa Bliss soudain libérée de l'emprise du Fiend? Alexa Bliss qui... ça a l'air d'être ce qu'ils ont voulu dire. C'est-à-dire Alexa Bliss qui ne comprend pas comment elle est arrivée là. Elle est dans le ring, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle a échappé temporairement à l'emprise du Fiend, et là, elle est perdue. Ça aurait marché si Asuka décide quand même d'aller lui mettre un coup de genou, et Alexa Bliss non seulement l'esquive, mais en plus met Alexa Bliss dans le coin, c'est-à-dire elle est dans l'offensive. Et je me dis, si elle est perdue, elle n'est pas dans l'offensive. Si elle est perdue, elle se prend le genou, et c'est pas très cool de la part d'Asuka. Donc c'est pas ça. Mais après, Alexa Bliss avait pas l'air en mode je t'ai bien eu, c'est toujours moi, j'ai juste changé de tenue parce que j'ai des pouvoirs magiques. Non, après elle avait le regard perdu. Et du coup, et elle est allée dans le coin, et elle s'est posée dans le coin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est mon gros problème avec ce truc-là, c'est... Il y a plein de bonnes idées, il y a plein de spots qui fonctionnent, il y a plein d'idées qui peuvent être intéressantes, mais ils racontent rien avec ces idées-là. Il n'y a pas de sens. Alors, je suis sûr que vous allez me raconter ce qui s'est vraiment passé. La réalité, c'est que le sens, il est dans votre tête. Vous raccordez les... moi aussi, je peux raccorder les éléments selon une histoire qui a vaguement un sens, et à la fin, ça fonctionnera. Mais c'est pas ça, raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est avoir du sens de A à Z. C'est pas là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça. Et toi t'es là, il se passe ça parce qu'en fait ça, c'est ça. Et puis là il y avait ça. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Alexa Bliss se transforme en... j'ai pas de jeu de mots. Faudrait un jeu de mots avec Alexa Bliss et soit gothique, soit emo, soit... comment il s'appelle le site où il y a plein de t-shirts emo goth, je sais plus comment il s'appelle ce site. Ça fait très longtemps, ça remonte à mes années lycée, ça fait très très longtemps. Bref. Donc voilà, Alexa Bliss se transforme enfin évolue en Alexa Goth, on va dire ça, pour l'instant j'ai pas mieux. Et du coup, elle arrive à maîtriser Asuka complètement, elle esquive les prises, elle bloque les prises, elle est plus forte que tout, voilà. Et là, je me dis, putain, pourvu que Alexa Bliss gagne pas, quoi. Pas comme ça. Que Alexa Bliss gagne parce qu'elle est meilleure, cool, chouette, bien, j'aime bien Alexa Bliss. Mais qu'elle gagne parce qu'elle a des super pouvoirs gothiques, non, ça m'emmerde. Ça m'emmerde en plus que ce soit contre Asuka. Et au moment où Alexa Bliss va gagner, donc où Asuka a disparu de toute façon, Asuka elle est plus dans l'histoire. Au moment où Alexa Bliss allait gagner, Randy Orton apparaît derrière elle, sans le masque de grand brûlé qu'il avait la semaine dernière. J'ai trouvé les effets de maquillage qu'il avait, parce que du coup il est encore brûlé, je les ai trouvés super bien faits. Par rapport à ce que fait la WWE d'habitude, où c'est un peu voir le match An Eye for an Eye de Seth Rollins contre Rey Mysterio, où Rey Mysterio a perdu son œil et c'est un espèce d'œil de farce à attrape nul. Là, j'ai trouvé que le maquillage était vachement bien fait.
Et Randy Orton a fait un RKO sur Alexa Bliss. Et je me suis dit, là tu me racontes une histoire. Parce que la semaine dernière, Randy Orton a dit, au moment où Alexa Bliss a tiré une boule de feu sur moi, j'ai perdu la dernière once de compassion que j'avais en moi. Le truc qui m'avait empêché d'agresser Alexa Bliss, de brûler Alexa Bliss. Ça, je l'ai perdu. Du coup, là, il intervient, et là, il l'attaque. Et là, c'est cohérent. Et là, ça avance, là, ça va quelque part. Mon problème, c'est que... enfin, mon autre problème, l'autre raison pour laquelle j'ai mis un D+, à ce truc-là, vous voyez, c'est vraiment D, mais quand même plus, quoi. Plus, il y a beaucoup de bons éléments. Mon problème, c'est que ils n'ont pas sonné la fin du match. Ils n'ont pas dit Alexa Bliss disqualifié. Ils n'ont pas... Non, ça c'est terminé. Voilà. Alexa Bliss s'est transformé en Alexa Goth et Randy Orton est intervenu, a fait un RKO sur Alexa Bliss et quelque chose à propos d'Asuka. Quel dommage, hein. Quel dommage qu'ils sachent pas raconter une histoire cohérente, parce que ils ont l'imagination, ils ont plein de bonnes idées pour raconter un truc bien, mais ils le font pas. C'est quand même dommage. Vous le savez, toutes les semaines, j'attribue des points bonus aux différents catcheurs qui ont le plus marqué la semaine, ou qui ont plus marqué le show, ou qui m'ont le plus hypé pour la suite. En l'occurrence, j'ai mis 3 points à Sheamus, qui a vraiment, vraiment brillé, j'ai trouvé, dans son match contre Miz et Morrison. J'ai vraiment trouvé qu'il l'avait bien buildé. Fort, mais pas trop fort, c'est-à-dire avec des faiblesses. Bref, c'était cohérent et c'était sympa. J'ai mis 2 points à Mustafa Ali, parce que à cause de la promo qu'il a faite après Xavier Woods, le côté revanche, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Je vois que quelqu'un, excuse-moi, je vois pas ton pseudo, hop, Schlop. Je vois que Schlop FR m'a fait remarquer que je n'avais pas mis de note pour Orton. C'est un oubli de ma part. On va faire ça tout de suite. Hop. Je vais le mettre dans un rôle secondaire parce qu'il est intervenu juste à la fin, mais il a le même D+, que... Alors vous allez me dire c'est pas très juste parce que lui, c'est pratiquement lui à lui seul qui a le plus. Non, il y a certains visuels avec Alexa Bliss qui sont... Bref, on s'en fiche. Et j'ai mis 1 point à Alexa Bliss, parce que je vous dis, il y a plein de bonnes choses. J'ai envie d'y croire, j'ai envie que ça soit bien, cette histoire, j'ai envie de... Mais bon, pour ça, faudrait un peu plus de... Je sais pas ce qu'il faudrait. Avant de passer à vos questions, donc là on va arriver à la fin du show. Si vous voulez me poser des questions, je vous rappelle comment faire. Il y a une petite icône sous le chat avec les cloches qui sont la monnaie de ce chat. Pour 380 cloches, vous pouvez mettre votre message en avant et je le lis à voix haute. Oui, c'est comme ça qu'on le lit. Ah non, on peut aussi lire dans sa tête, mais ça n'aurait aucun intérêt. Si je vous dis je le lis dans ma tête, qu'est-ce que vous dites? Et avant de passer à cette section du live, je vais vous parler un peu de ce qui se passe là sur le live. Donc vous avez vu, j'ai rajouté le chat, j'ai rajouté aussi les petites annonces en dessous là, je trouve, enfin, les annonces qui sont petites dans le coin en bas à droite. Moi je trouve ça sympa, je trouve ça mignon. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez, si ça distrait trop, enfin voilà. Et elles sont pas encore validées par Twitch parce qu'il faut que je sois, il faut que des gens valident ce genre de choses. Mais j'ai créé des emotes perso pour les abonnements. Elles sont actuellement au nombre de 4. Vous pouvez pas encore y avoir accès parce qu'elles sont pas. Oui, nous avons un abonnement. Nous avons un abonnement de Freya de Succubus. Merci beaucoup à toi. Donc il y a 4 emotes. Plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai mettre d'emotes, sachant que le seuil pour débloquer un nouveau slot d'emotes, nouvel emplacement d'emotes, c'est 50. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie, hein, parce que évidemment je vais pas vous pousser. Enfin, je vais pas vous pousser. Je vais vous inciter, mais vous faites ce que vous voulez. Les 4 emotes que j'ai faites pour l'instant, c'est une emote bonjour tableau, une emote très très chouette. J'ai des tics de langage, autant que ce soit, autant qu'on s'en serve. Une emote A et une emote, l'emote que vous voyez là d'ailleurs, celle qui, quand quelqu'un s'abonne, le A. Et une emote D. Je me dis, le A et le D, ça peut vouloir dire, c'était vraiment excellent, et c'était vraiment pour que vous puissiez noter le segment dans le chat. Voilà.
Donc, si vous vous abonnez, vous aurez accès à ces emotes dès qu'elles seront validées par Twitch. Voilà, ça c'était pour gagner un petit peu de temps pour vous dire où est-ce qu'on va. Ouais, nous avons un nouvel abonnement, merci beaucoup à toi, SchlopFR. On va arrêter de prendre les questions, enfin je vais arrêter de prendre les messages mis en avant maintenant, donc jusqu'à putain de merde, SwiftEye, jusqu'à SwiftEye ça passe, après ça ne sera pas pris en compte, désolé, et je vais répondre à vos questions ou lire vos messages tout simplement, parce que des fois vous n'avez pas des questions, vous avez juste des messages. Je vais agrandir la taille du truc parce que c'est loin, et allons-y. Pablo DBST me demande, est-ce que tu penses que Rétribution va un jour vraiment devenir le clan dominant et menaçant qu'on aimerait voir? Non! J'aimerais beaucoup. C'est vraiment un des trucs que j'aimerais vraiment voir. Je dirais pas qu'il y a absolument aucune chance. Je dirais qu'il y a à peu près autant de chances que Cesaro devienne champion du monde. On est sur cet ordre d'idée-là. Luséo33 me dit, qui vois-tu détrôner Bobby Lashley pour le titre des États-Unis? Franchement, Bobby Lashley est pas fifou comme champion. Il a pas un règne de dingue, il est même... il est bien protégé au sein du hard business, mais il a pas souvent des matchs, il a pas souvent des rivalités, il est pas très bien mis en avant, donc franchement, je vais pas dire n'importe qui, parce que faut pas déconner, mais n'importe quel catcheur avec un petit peu de bagage, un petit peu d'élan, peut le battre en ce qui me concerne. Si je devais te donner un nom là, est-ce que Cédric Alexander qui bat Bobby Lashley, ce serait pas vraiment trop cool? Aucune chance que ça arrive. Qui a un peu d'élan et pourrait... Mustafa Ali, ce serait vraiment trop cool. Même pas Mustafa Ali, c'est T-Bar. Ce serait trop cool. Maintenant, qui je vois battre Bobby Lashley? C'est quoi? Riddle et Jay Styles, enfin un pari sûr, quoi. Ce genre de truc. Ce que je dis souvent, j'ai appris à ne pas être optimiste en ce qui concerne la WWE. Quand t'es optimiste en ce qui concerne la WWE, bah t'es triste. T'es triste. Alors là, j'ai un truc un petit peu paranormal. J'ai Twiby, question de V. Drake. J'imagine que Twiby a relayé la question de V. Drake qui n'avait pas assez de cloches pour la payer, je sais pas. Je dois être complètement fou, mais j'apprécie Rétribution. Mais je suis... Nous sommes deux. Je suis sûr qu'il y a encore un moyen de faire quelque chose avec cette faction. Le Ali contre Kingston me hype et ils sont très bons sur les réseaux, notamment Twitter. Crois-tu encore en Rétribution? Ali porte-t-il à lui toute seule cette storyline? En fait, cette storyline ne va vraiment nulle part. Si quelqu'un la porte, c'est lui, mais je suis pas sûr qu'elle puisse être portée. Est-ce que je crois encore en Rétribution? C'est une question très, très, très compliquée parce que il y a cette dualité que tu es obligé d'avoir quand tu regardes la WWE entre j'ai envie que ça se passe comme ça et je suis sûr que ça se passera pas comme ça. C'est est-ce que je crois en Rétribution? Tu vois, c'est la question. C'est la question de la raison contre la foi, et le verbe croire renvoie aux deux. Tu vas me dire, est-ce qu'on peut croire par raison? Oui, je crois qu'il va pleuvoir, tu vois, c'est pas la foi. Alors que je crois en Rétribution, il y a le côté foi. Donc voilà, le cœur y est, mais la raison suit pas. Ou la raison y est, mais le cœur... Non, la raison suit pas, mais le cœur y est. J'ai envie de croire en Rétribution, mais ce serait un peu naïf. Yumeka me dit, tu n'as pas noté le segment avec Ric Flair. C'est parce que c'est un segment en coulisses, et les segments en coulisses, normalement je le fais avant le live, et là le live je l'ai fait un peu à l'arrache. Du coup, j'ai pas noté tous les segments qui se passent en coulisses, notamment l'interview de Charlotte, la promo de Mustafa Ali, le Riddle et Truth qui essayent d'être drôles, Truth, Styles et Homos qui essayent d'être drôles aussi, et donc effectivement le segment avec Ric Flair, qui s'écrit R-I-C, si jamais je peux me permettre. Comment tu prononces ça? Alors c'est un M, un H, un Y, un N, un A et un B, donc je vais dire Mynab. Pourquoi Asuka me demande, pourquoi Asuka n'a pas du tout de storyline, ou alors elle fait un peu pièce rapportée dans les rivalités? Je suis désolé pour les mots durs, mais c'est ce que je perçois.
je te trouve pas que ces mots soient durs du tout. Je trouve même qu'ils sont assez en dessous de la réalité. Parce que je me demande si, Vince McMahon voit quelque chose en Asuka. Je me demande si Vince McMahon est conscient du fait que Asuka devrait avoir la place qu'a Charlotte aujourd'hui. C'est-à-dire, elle est inarrêtable ou alors devrait avoir la place que Roman Reigns a aujourd'hui. Elle est inarrêtable et du coup elle est heel parce que les monstres inarrêtables sont heel. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à vouloir qu'une entité invincible gagne. Les héros ont des faiblesses et c'est ce qui fait qu'ils sont... c'est ce qui fait qu'on est émotionnellement investi dans leur parcours. Mais du coup, Asuka fonctionne bien en babyface parce qu'on a envie qu'elle triomphe du booking de la WWE. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est aussi simple que ça. Mais après, je peux me tromper. Peut-être que Vince McMahon adore Asuka. Après tout, elle est championne. Après tout, elle est dans le main event. C'est juste qu'effectivement, ils sont pas du tout investis dedans. Je pense qu'ils sont investis dans Alexa Bliss. Je ressens qu'ils sont investis dans Alexa Bliss. Je ressens qu'ils sont investis dans Lacey Evans et dans Charlotte Flair. Mais Asuka, Mandy Brooke, Mandy Rose, Dana Brooke. Pourquoi j'ai envie de dire Mandy Brooke? Ça fonctionne mieux Mandy Brooke. Toutes ces femmes-là, j'ai pas l'impression qu'ils en aient grand-chose à foutre. Voilà. Comme Riddle. Riddle, j'ai pas... Il est challenger pour le titre des États-Unis. C'est pas son histoire, c'est pas son arc. Bobby Lashley le bat sans aucun problème. L'arc, il est au sujet de Cedric Alexander. Mais Cedric Alexander a une histoire, et ça, je trouve ça vachement bien. Si demain, Naka me demande, si demain une storyline de Raw devait s'arrêter inopinément, à chaque fois que je vois le mot inopinément, j'ai la chanson de François Pérusse dans la tête. Désolé, l'application a quitté inopinément le système suite à une erreur numéro 72. Inopinément parce qu'elle est vraiment pas ouf. Laquelle serait concernée? Si aucune, quelle storyline voudrais-tu être push beaucoup plus toujours à Raw? Mustafa Ali détruit Kofi Kingston et challenge McIntyre et le bat. Non, Goldberg bat Drew McIntyre parce que Dieu est mort et Mustafa Ali bat Goldberg avec l'aide de rétribution. Voilà. Là, je peux, là, je serais content. Lynx qui ressort des rêves de boomer. Alors, c'est pas des rêves de boomer, les boomers, c'est la génération avant moi. C'est des rêves de millénials, je suis un millénial. Les millénials, c'est ceux qui sont nés entre les années 80 et 2000. A priori, on est sur un chat de millénials, a priori. Voilà, boomer, c'est la génération d'avant, donc ça va être entre les années 60 et 80, j'imagine. Donc, la génération de François Pérusse, mais François Pérusse s'est adressé à un public plus jeune que lui, je pense. Totalement hors sujet. Inopinément le système suite à une erreur de 1972. Laquelle serait concernée? Bah écoute, j'ai les storylines sous les yeux. Regarde, parce que je vais vous montrer ça. Sur le tableau, j'ai les storylines que je note au fur et à mesure. Voilà, elles sont toutes là. Maintenant, j'ai pas fini de noter celle d'aujourd'hui. C'est la semaine 4. Hop, ici. J'ai pas fini de les noter. Quelle storyline pourrait être... alors, on dit bien à Raw. Quelle storyline pourrait être droppée qu'on s'en foutrait complètement? Angel Garza drague n'importe qui. Bon, ça, je suis même pas sûr que ce soit vraiment une storyline. 3, ça veut dire que je suis pas certain que ce soit une vraie storyline. L'équipe entre Dana Brooke et Mandy Rose, il pourrait la dropper, que franchement, je m'en foutrais un petit peu. J'ai noté Flair et Asuka contre Royce et Evans, mais vraiment non, cette rivalité, c'est fini, ça n'existe plus. Celle-là. Elias et Riker contre Jeff Hardy. Pitié, stop. Voilà, celle-là, de loin. Janar me corrige, boomer c'est être né entre 45 et 75. Ça fait la génération de nos parents et peut-être de nos grands-parents en ce qui concerne certains d'entre vous. Ensuite, si vous êtes né après 2000, parce que ça peut concerner une très large partie d'entre vous,
Vous êtes pas des millénials, vous êtes vous êtes de la génération Z, mais je sais plus comment s'appelle cette génération. Je crois vous êtes la génération connectée, la génération qui a grandi avec Internet. Que nous, on est la génération qui a connu un tout petit peu avant Internet. Enfin, un tout petit peu avant les réseaux sociaux, YouTube, etc. Swifty me dit « Salut Lynx, que penses-tu d'un retour de Lesnar à Raw, enfin pour un show par mois ?» Ouais. Je trouve que ça manque de heel dans ce show, je ne vois pas trop qui mettre en avant à part AJ Styles ou Lashley. Oh, mais n'importe qui, pitié. Mustafa Ali, bordel de merde. Qui mettre en avant ouais, alors, du coup, je les ai sous les yeux, c'est pas... Non, The Miz, il voit rien. Sheamus, voilà, remettez-le dans sa position de heel et faites-en un bon gros heel des familles. Faites faire un heel turn à Keith Lee, pourquoi... Non, il fonctionne très très bien en face, c'est une très mauvaise idée. Le Hurt Business, foutez le Hurt Business dans le main event. Mettez Rétribution dans le main event avec Ricochet. Ricochet rejoint Rétribution et ensemble, ils deviennent inarrêtables. Je suis d'accord que c'est pas des solutions à court terme, c'est pas des solutions immédiates. Aucun n'a le star power de Brock Lesnar. Aucun n'a l'impact qu'aurait Brock Lesnar. Mais construisez cet impact, construisez cet héritage. Un retour de Lesnar, ça voudrait dire on a toujours pas de solution. Allez, Lesnar. Ça coûte cher, mais c'est efficace. El Idolo Gomez, enfin, me demande. Première petite question, promis, j'en pose pas beaucoup. Je suis désolé, je l'ai traumatisé la fois. Il n'y a pas eu beaucoup de call-up de NXT vers le main roster l'année passée. Ouf. Les seuls étant, je crois, Baszler, Belair, Riddle et Keith Lee. Ça se passe bien pour eux. Comment trouves-tu qu'ils s'en sortent comparé à d'autres par le passé? Franchement, par rapport à d'autres, ça va. Alistair Black, bordel de merde. J'aimerais me dire qu'au fond, Lee et Riddle sont quand même bien placés dans le mid-card et que Belair a quand même une grosse chance de remporter le Rumble. Mais quand je vois Baszler dans cet épisode, 3 petits points de suspension. Écoute, si toi ça te va, c'est bien. Les call-up, au tout début, c'était le Shield, c'était Finn Balor, c'était... j'allais dire Samoa Joe. Samoa Joe, ça s'est peut-être pas si bien passé que ça. C'était Kevin Owens. Je dis pas que tous les catcheurs qui arrivent de NXT au roster principal doivent être dans le main event, mais... Il y a Lacey Evans, ça s'est bien passé. Enfin, au début, c'était nul, mais après, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que Lacey Evans, elle a sa place dans la division féminine maintenant. Bianca Belair, elle a rien fait pendant 7 mois à Raw avant d'être draftée à SmackDown, et maintenant, elle a une rivalité avec Bayley qui n'est plus championne. Dommage. Riddle, je t'ai dit, pour moi, ils en ont rien à foutre. Keith Lee, c'est incompréhensible. Ils lui ont donné un énorme push dès le départ, puis plus rien, puis un match de championnat, puis maintenant plus rien. Je sais pas ce qu'ils font avec Keith Lee. Et Baszler, potentiel gâché, beaucoup de potentiel gâché. Je devrais faire une emote potentiel gâché. Oh putain, mais comment vous voulez... Vivi inside the games. Vivi inside the games. Vivi inside the games. Salut Lynx, penses-tu faire un live pendant le Rumble pour les réactions, etc. Probablement pas, parce que je vais regarder le Rumble avec Camille et je pense qu'elle a pas envie. Donc non, je pense pas. Si ça change, vous serez tenu au courant, évidemment. Val022002 me dit: quels est pour toi les pires vainqueurs pour le Rumble masculin et féminin? Est-ce que tu veux dire les pires vainqueurs potentiels ou les pires vainqueurs dans l'histoire? Du coup, je vais devoir attendre un peu que tu répondes à ma question sur ta question. Ou alors je réponds aux deux questions, je peux faire ça aussi. Les pires vainqueurs pour le Rumble, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'a la WWE à nous surprendre en mal. Shane McMahon et Stephanie McMahon. Tu vois, il y a... On peut toujours faire pire. C'est quoi Vince McMahon et Stephanie McMahon? Parler de vainqueurs potentiels. Pour moi, c'est les pires. Est-ce qu'ils peuvent faire pire que ça? Non, pire que Stephanie McMahon, je pense pas. Est-ce qu'ils peuvent faire pire que Vince McMahon? Est-ce que Lana, ce serait pire que Stephanie McMahon? Voilà. Et quelqu'un qui écrit Vince McMahon et Vince McMahon. Non, parce que... Non, tu vois, c'est...
je trouverais ça drôle, et ça voudrait dire que le gars est vraiment devenu délirant, il y aurait une histoire intéressante. Que Vince McMahon et Stephanie McMahon, ça voudrait vraiment dire on s'en fout, je sais pas si j'ai d'image, donc je vais pas faire les voix, mais voilà. Quelqu'un qui me dit Eva Marie, non, Eva Marie ce serait pas pire que Stephanie McMahon. Eva Marie, elle était pas au niveau d'une division féminine qui était en train de devenir nettement meilleure. Si Eva Marie s'entraîne, elle est pas, voilà, elle est pas. Je vais continuer parce que du coup je sais pas combien de temps ça fait et je suis en train de c'est trop long, El Idolo Gomez me demande, serait-il pour toi une bonne idée de séparer le PPV du Royal Rumble en 2 nuits comme WrestleMania afin de ne pas avoir un show de 6 heures et de permettre à chaque Rumble de main eventer une nuit plutôt que d'en laisser un perdu au milieu de la carte du PPV, laissant le match qui passe après dans une ambiance d'indifférence totale? Non, je pense que c'est une mauvaise idée. Bah alors 838, je pense que c'est une mauvaise idée parce que faut que le coup du show qui dure 2 nuits soit exceptionnel. C'est pas bien grave que... Alors, Wistouille, merci pour de me tenir au courant de la durée du live. Évite de me... faut éviter de me donner des messages pendant le live parce que je regarde pas le chat pour éviter de m'interrompre. Mais merci beaucoup. Le live dure depuis 1h25, très bien. Mais le truc, c'est que c'est pas l'heure à laquelle j'ai vraiment commencé le live, c'est-à-dire l'heure à laquelle... parce qu'au début, il y a eu une grosse période d'intro où il y avait que la musique, du coup, c'est... Bref, voilà. Donc non, je pense que c'est une mauvaise idée. Balor 382 me dit « Salut Lynx, sur quelle plateforme suis-tu AEW? Bonne journée à toi. » Ah, je ne peux pas répondre à ta question. Test Jacket me demande concernant AEW, pourquoi Silver et Reynolds sont toujours nommés 3 et 4 dans ton tableau? Ils ont grandement évolué au-delà de leur statut de simple numéro du Dark Order. Non, ils sont toujours dans le Dark Order et ils sont... C'est un nom, quoi. C'est un nom, alors 4 c'est John... On s'en fout, en fait. On s'en fout, c'est-à-dire que... C'est marrant que tu vois qu'il y a une évolution entre un numéro et un nom. Alors qu'à la base, ils sont arrivés avec leur nom et ils sont devenus des numéros dans le Dark Order. C'est-à-dire que Preston Vance, on l'appelle toujours Ten, on l'appelle pas Preston Vance. Alors qu'il est, il est aussi relativement mis en avant dans... Bref, c'est vraiment un nom, quoi. Je les appelle Free et Fort parce que c'est comme ça et que ça c'est plus court, c'est plus simple. Aussi simple que ça, c'est absolument pas un jugement de valeur. Et enfin, concernant un autre sujet, j'ai 2 autres questions. ShlopFR me dit c'est un peu hors sujet avec l'épisode, mais penses-tu faire un live pour expliquer comment fonctionne ton tableau? Je pense le faire un jour, je pense oui. Je pense que ce serait chouette. Il y a quelqu'un qui a suggéré en pire vainqueur du Rumble, Donald Trump et Kelly Kelly. Non, je vais pas parler de Kelly Kelly. Mais je veux pas parler de Donald Trump non plus. Et enfin, Warren me dit, si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe, tu réinitialises toutes les notes des catcheurs et autres intervenants en début d'année, mais du coup, si jamais tu fais le stage du mois de janvier après le Royal Rumble, comment vas-tu définir les 5 meilleures progressions d'égression? Bah du coup, il n'y en a pas. Ou alors, ça sera par rapport à décembre... Non, ou non, ça va être très très chiant. Non, bah non, il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça. En janvier, pas de progression ni régression. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous plaît un peu, que ça vous plaît que j'essaye de pimper un peu le live, que j'essaye de rendre ça un peu plus sympa. Je vais continuer à essayer de trouver des solutions pour que ça soit plus vivant, pour que ça fonctionne mieux. N'hésitez pas à vous abonner. Le stage de 2020, parce que je vois qu'on me pose la question, le stage de 2020, je le mets un peu en pause là parce que il faut que, je sais pour vous ça change rien parce que vous constatez pas les progrès que j'y fais. Le truc c'est que la fin du mois approche et il va falloir que je sorte FISA une vidéo sur la chaîne Links the Sun. Donc d'abord je finis la parenthèse sur laquelle je travaille et ensuite je reprends le travail sur le stage. Mais il est toujours là, il continue d'avancer, vous inquiétez pas, il arrivera probablement dans la première moitié de février. Ou mi-février, enfin voilà, je continue de travailler dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce live, n'hésitez pas à vous abonner du coup, parce qu'il y aura bientôt des emotes pour pouvoir crâner. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez pas vous abonner, parce que c'est toujours bien aussi, comme ça vous ne ratez pas les prochains shows. Je ne sais pas quels sont vos... J'ai oublié la fin de ma phrase. Eh ben ça arrive.
Merci. Je ne sais pas combien vous êtes, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas combien vous êtes, mais voilà, j'espère qu'on a battu le record de visibilité de cette émission. Si jamais c'est pas le cas, bah tant pis, on finira par le battre. On se donne rendez-vous jeudi pour parler de AEW Dynamite et de NXT. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, bon appétit à ceux qui vont déjeuner, et à jeudi pour le prochain Statch. Ciao tout le monde.